Enchantée, Esther, que vous soyez Bonjour, Marie. pour problématiser sur la langue et l'acte de création. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu sur le lien entre la langue écrite en un seul mot et l'acte de création dans l'écriture, dans la poésie? Écoutez, je vais essayer. Alors, vous savez que la langue, donc, a été, ce néologisme, donc, a été inventé par Jacques Lacan dans les Entretiens de Sainte-Anne en 1971, au moment où il commençait son séminaire Oupire. Et ce néologisme, paraît-il, serait venu d'un lapsus où il parlait de la langue, du dictionnaire philosophique de la langue, et au tableau, un étudiant a fait ce lapsus en mettant la langue au lieu de la langue. Bien. Donc, Lacan dit que la langue, cette notion, donc lacanienne, qui est un néologisme, donc déjà une création poétique, euh, donc serait un mot qui serait le plus proche possible de la lalation. Donc la lalation, c'est ces mots prononcés par le bébé tout proche de sa mère, hein, pour donc communiquer avec sa maman. Donc la langue est déjà proche de la langue maternelle, évidemment. Alors, vous m'avez posé la question, je vais y revenir, hein, donc est-ce que la poésie serait proche de ce babil, en quelque sorte, de ce babil maternel? Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque cette création poétique nous échappe. Alors, je donne non pas un nous de majesté, mais un nous qui englobe les poètes que j'admire et qui furent mes amis et qui sont toujours mes amis, qu'ils soient morts ou présents. Eh bien, je crois qu'en effet, on peut dire que la création poétique se rapproche de cette la langue maternelle, de ce babil, de cette chanson, voyez-vous, c'est-à-dire de cette chanson, de cette musicalité sonore, de cette musique de la langue, car la poésie, bien sûr, euh, ou qu'on l'apprenne, si on commence avec, bien sûr, je connais mieux la poésie française qu'une autre, puisqu'elle est dans ma langue maternelle, justement, eh bien, elle chante en nous. Elle chante en nous poètes qui l'avons lue. Et je pense que lorsque nous écrivons, quelque chose de cette musique inconsciente revient dans la main, dans le geste, hein, bien sûr dans l'inconscient, et passe par le geste que nous posons sur la page, par le geste de l'écriture, par, en somme, le corps. Et donc, oui, je pense qu'il y a un lien entre la langue et la création poétique, euh, au sens où, encore une fois, et une deuxième, peut-être ce serait un deuxième point, la langue poétique ne raconte pas, elle n'est pas une narration, elle n'est pas de l'ordre de la raison, hein, mais elle est de l'ordre du surgissement dans le présent. Vous voyez, ça aussi, peut-être, cela la rapproche, cette création poétique, de cette vocalise de l'enfant dans les bras de sa mère, en quelque sorte. Mais alors, mais la langue n'est-elle pas présente, disons, dans la langue en deux mots, dans tout être humain? Pourquoi seulement dans la poésie? Alors, pourquoi seulement dans la poésie? Ben, je ne crois pas. Je ne pense pas que la langue soit uniquement présente dans la poésie, c'est-à-dire que vous m'avez posé la question, donc j'essayais Oui, oui. d'accrocher, voilà, cette notion à la création poétique, mais justement, pour Jacques Lacan, la langue devrait surgir dans la cure. Et c'est là, si vous voulez, devrait surgir dans la cure, et elle surgit dans la cure, au mieux. Enfin,
ce sont les formations de l'inconscient. Dans les formations de l'inconscient, que ce soit le Witz, le rêve, le lapsus. Donc, la langue, bien sûr, elle est au cœur du travail analytique. Et c'est, je crois, cette liaison entre la langue et ce tri, cette interjection de Jacques Lacan à la fin de son enseignement, je ne suis pas pointassé, je crois qu'il y a un lien entre la langue qui devrait surgir au mieux à la fois chez le patient et peut-être même dans l'interprétation de l'analyste, pour que quelque chose, donc de l'invention du sujet, puisse surgir en fin de cure ou au cours de sa cure. Parce que, disons, en parlant de la pratique analytique, il s'agit justement de se libérer du parasite parolier et d'écouter beaucoup plus les propriétés, disons, phonématiques ou phonémiques de la parole, la polyphonie, la langue. Voilà. C'est-à-dire que je pense que, si l'on lit Lacan, et surtout dans la fin de son enseignement, cette inquiétude en quelque sorte de ce que la cure n'aboutisse pas, en quelque sorte, sinon à l'identification au père, c'est-à-dire l'identification à l'analyste, ou sur moi, est une question pour lui. Et c'est pourquoi il fait entrer assez tardivement cette notion de la langue dans le fait, pour bien signifier qu'il ne s'agit pas pour le patient d'avoir compris, de répéter en rond son anamnèse, de répéter en rond son trauma, mais d'inventer quelque chose. Et l'invention, dans la cure est en fait également de langage, de langue étant aussi matérialité, autre néologisme de Jacques Lacan, eh bien, évidemment, la cure est principalement, les avancées de la cure sont fondées sur les lapsus, les witz, les phonèmes, les signifiants, la polyphonie de la langue. Et c'est là où quelque chose, vous voyez, nous permet peut-être, en tout cas, si l'on est lacanien, de sortir de ce rapport d'ego à ego dans la cure analytique, ce qui nous distinguerait d'une psychothérapie. Exactement. Alors, il s'agit de sortir de la signification pour écouter plus les effets de sens de la langue. C'est ça? Pour écouter l'effet de sens de la langue. Les effets de sens. Oui. Les effets de sens dans la langue. Oui. Alors, je ne sais pas si je répondrai peut-être un tout petit peu, en me déportant un tout petit peu sur de votre question. Bien évidemment, nous ne pouvons pas écouter uniquement un patient dans la sonorité langagière. Bien évidemment, il y a parfois une narration, la narration d'un trauma, un sens. Mais néanmoins, ce n'est pas là où les choses se disent le plus pour un patient. Et c'est dans le surgissement de la langue, et vous le savez, puisque notre pratique, elle est fondée principalement sur l'association libre. L'association libre va permettre ce surgissement. Et très curieusement, le dispositif freudien, qui consiste à allonger le patient
sur un divan va permettre cette association libre, c'est-à-dire que le patient va se laisser pénétrer lui-même par la langue et va dire ce qui vient à son insu, c'est-à-dire les formations de l'inconscient, ce qui va nous permettre de sortir, évidemment, de la relation d'ego imaginaire, hein, pour laisser parler en lui cette mémoire de la langue et par l'association libre, évidemment, de ouvrir à ces formations de l'inconscient, donc à l'inconscient lui-même. Mais vous voyez, pour ajouter un mot, Lacan, à la fin de son enseignement, pour sortir justement de cette dichotomie conscient-inconscient, a nommé l'homme par l'être, en un seul mot également, par l'être, qui est un autre néologisme. Il y a à la fois la parole, en un seul mot, la parole et l'être. Donc, l'homme est un être de langage. Hein, et hélas, cet être de langage ne s'exprime pas toujours, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas au sens où il va lui permettre de faire l'expérience que le langage est troué, qu'il est divisé par sa parole. Et cela donne le pire, comme on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vraiment le rapport imaginaire au sens, d'ego à ego. Est-ce que vous faites une différenciation entre signification et effet de sens? Oui, tout à fait. Bien sûr, l'effet de sens, c'est très important puisque une interprétation peut faire effet de sens, ouvrir à un champ nouveau de sens, déplacer le sujet, par exemple, de l'attachement à un trauma, curieusement, puisque vraiment, on va dire que le sujet n'est pas attaché à son trauma, puisqu'il en jouit, il est attaché inconsciemment à son trauma, et une interprétation peut avoir effet de sens, c'est-à-dire, dit Lacan, effet de trou dans la signification. C'est-à-dire la signification va être évidemment figée. Hein. Si nous prenons par exemple un trauma, ce qui est vraiment on pourrait remplacer le traumatisme par le traumatisme, mais on va faire un néologisme lacanien, mais c'est vrai que dans notre société contemporaine, en tout cas, je ne sais pas comment c'est au Mexique actuellement, mais voilà, chacun s'accroche à son trauma, à sa victimisation, et s'en fait une narration, une sorte de drapé imaginaire, hein, où voilà, il va se draper dans cet imaginaire du moi qui serait celui de la victime, alors qu'il soit, vous connaissez actuellement la virulence des séparatismes, par exemple, hein, qu'il soit issu d'une génération de colonisés, ou qu'il soit issu, pourquoi pas, même, allez, on ne va pas faire de jaloux dans les mémoires issus de rescapés de la Shoah, etc. Donc, c'est l'effet de sens, c'est sortir de la signification, c'est-à-dire quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Et l'effet de sens va faire trou, en effet. Va faire trou et va permettre le désir et séparer, en quelque sorte, justement, le sujet de son destin, de ce qu'il croit être son destin. L'effet de trou dans la poésie, c'est la même chose? Alors, écoutez, évidemment, vous me faites très plaisir quand vous me dites cela, mais la différence entre l'effet de trou dans la poésie et l'effet de trou dans la cure, c'est que probablement, et on l'espère, l'effet de trou dans la cure va permettre quelque chose, va permettre au sujet non pas de guérir, mais du moins de trouver une voie vers son désir qui lui était fermé. Est-ce que l'effet de trou, qui est ce surgissement du langage, en effet, que le sujet écrivant n'attend pas
et qui tout à coup l'étonne, ce qui fait que, au fond, le poète ne se sent pas l'auteur de ce qu'il a écrit. Lorsque, par exemple, il publie ses propres textes, c'est déjà ailleurs, ça ne semble pas, ça ne lui appartient pas en en tant que sujet vivant dans le quotidien. Alors, ce qu'il y a, c'est que cet effet de trou de la poésie n'a pas un effet thérapeutique, d'une cure. Voilà. Je ne le vois pas. En tout cas, il y a beaucoup de thèses actuellement sur ces sujets. Les jeunes s'interrogent là-dessus, les jeunes chercheurs, l'effet de guérison de la poésie. Mais pour avoir pratiqué les deux, je ne crois pas que cela puisse se comparer. Pouvez-vous me donner un exemple d'effet de trou dans la poésie? Non, mais j'allais vous dire, mais je n'ai pas, comment vous dire, je n'avais pas, il suffirait d'ouvrir un livre et de citer un poème, par exemple, de Rimbaud, que je ne connais pas par cœur, malheureusement, donc aller le chercher, revenir, ce serait génial. Mais puisque, voilà, l'effet du trou, c'est que lorsque vous lisez un poème de Rimbaud, puisque Rimbaud est quand même, on peut s'appuyer sur Rimbaud, parce que Rimbaud est reconnu internationalement comme un très grand poète, cependant qu'il reste difficile à comprendre si l'on cherche en effet la signification. Si l'on cherche la signification. Par contre, des effets de sens sur nous, bien sûr, il y en a. Donc j'aurais souhaité mon pauvre cœur bave à la poupe, par exemple. Mon pauvre cœur bave à la poupe. Bien, est-ce que ce vers ne fait pas effet de trou? Parce que si nous en cherchons la signification, nous allons avoir beaucoup de mal. Alors l'effet de trou, pardon, c'est que ce vers va être, bien sûr, par rapport au contexte que je ne puis pas vous citer parce que je n'ai pas le poème là, mais je peux chercher, hein, mais l'effet de trou, c'est que ces vers vont être infiniment commentés. Donc, il n'y aura pas une signification une, effectivement. Il y aura une signification polyphonique qui sera commentée infiniment. C'est pourquoi il y a des commentaires littéraires des plus grands poètes. Les significations ne sont pas données, elles font trou. Ça veut dire que ça n'aboutit pas à une seule signification, sinon à une pluralité de sens. Exactement. C'est-à-dire si nous-mêmes, puisque j'ai enseigné très longuement le français, ça a été mon premier métier, enfin, la littérature française, hein, ça a été quand même un métier que j'ai longuement exercé. Donc c'était magnifique de voir les jeunes élèves, puisque j'ai enseigné dans le secondaire, aussi bien au collège qu'en lycée, et en particulier les plus jeunes. Hein, les plus jeunes, après cela, justement, les adolescents commencent à avoir du mal à interpréter un texte poétique, au sens où vous-même, vous, psychanalyste, vous allez interpréter la parole de votre analyseur, et ils vont avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher la signification, ils vont rationaliser. Ils vous disent, mon pauvre cœur barre à la coupe, ça ne veut rien dire. Et c'est ce que dit Rimbaud, en se commentant lui-même. Ça ne veut rien dire. Alors que les plus jeunes, les jeunes, le sixième, le cinquième, se laissent aller à interpréter à cet effet de sens que le poème a sur eux et bon, donnent des interprétations très différentes selon leur subjectivité. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que cet effet de trou dans la signification rejoint la subjectivité de chacun, rejoint le désir de chacun. Dans l'interprétation. Et dans l'interprétation, dans l'interprétation,
du poème, bien sûr, qui se donne comme effet de trou dans la signification et qui laisse, en quelque sorte, au lecteur une initiative, une création possible, ce qui sera au fond ce que l'analyste au mieux pourrait au mieux, hein, parce que Lacan se demandait s'il y arrive à lui-même, au mieux pouvoir faire. En parlant de Rimbaud, je cite une partie qui dit d'une langue que serait l'âme de l'âme, c'est-à-dire qui ne serait pas la représentation, sinon le verbe en direct. Magnifique, c'est très très beau. Magnifique. Eh oui. Tout à coup, je ne vous entends plus. Vous m'entendez maintenant? Voilà. Le verbe en direct, c'est magnifique, vraiment. Vous voyez, cette fulgurance. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, au fond, enlever tout ce qui est de l'imaginarisation? Alors, c'est possible non plus. On est aussi dans ce réel de la langue. Mais je pense que la poésie, en effet, la poésie, c'est une très belle phrase de Bernard Noël, la poésie pourrait rêver de rejoindre ce réel, débarrassé de tout ce qui fait notre petite paranoïa ordinaire et qui fait notre communication. La communication, comme vous le savez, elle est toujours ratée. Hein, et vous savez évidemment que le malentendu suscite toutes les guerres, parce que c'est de l'ordre du langage de ne pas délivrer un sens, pas une signification. Donc évidemment, dans notre petite vie ordinaire, dans notre psychopathologie ordinaire, nous ne supportons pas de ne pas être compris dans le sens que nous aurions voulu donner aux mots. Or, les mots eux-mêmes ont plusieurs significations. Et donc, vous voyez les malentendus, etc., que cela produit. Bien. Le verbe en direct. Vraiment, c'est une phrase absolument magnifique. Cela voudrait dire, est-ce que quelque chose pourrait se parler là de l'ordre de la réalité du langage, hein, du poème, entre deux êtres, sans qu'il y ait cette méprise qu'apporte le langage, mais en même temps, en étant dans la méprise, en étant dans l'effet du trou. C'est ça le verbe. Peut-être en enlevant les pelures du moi. Peut-être j'entendrais ça comme ça. Toutes ces pelures imaginaires du moi. Je suis ci, je suis ça. Se parler. C'est possible, peut-être. Je l'espérais. Dans l'interprétation des effets de sens, n'y a-t-il pas de l'imaginaire en jeu? Oui, bien sûr. Donc, il y a la parole du poète, le verbe, vous voyez, le verbe, c'est sorte d'idéal, comme ça, pur, mystique. Et puis, il y a la parole du psychanalyste qui nous symbole imaginaire et réel, bien sûr, bien sûr. Mais dans l'effet du sens, il y a de l'imaginaire, il y a du réel, il y a du symbolique, mais il y a un nuage. Il y a un nuage possible. Et on n'est pas seulement dans l'imaginaire. Me semble-t-il. Des exemples, bien sûr. Je voudrais donner des exemples. Ben, peut-être quand un patient voilà, fait un cheminement, vous voyez, et sort de cette plainte, de cette victimisation que nous avons entendue pendant plusieurs séances, où la réalité était cause de son mal-être.
et tout à coup attrape, à partir de l'association du mot, des effets de sens qui ouvrent peut-être alors, justement, qui nous peut-être le passé, le présent et ce qui pourrait survenir, qui ne se fiche pas sur, encore une fois, sur un destin, sur un trou. Il faudrait prendre des exemples. Alors, sortir de la signification, ça veut dire sortir d'une rationalisation. Je l'entends ici. Maintenant, je ne me permettrai pas de faire l'exégèse parfaitement lacanienne. C'est ce que j'entends. Sortir de la signification, pour moi, serait avoir accès à la polyphonie de la langue. Tu m'as dit ça. Mais non, tu m'as pas dit ça. Si, tu m'as dit ça. Si, je t'ai dit que tu m'as dit ça. Vous voyez, ce qui fait notre quiproquo ordinaire. Eh bien, voilà. Peut-être j'ai dit autre chose que je voulais dire. Aussi, quelque chose d'insu. Quelque chose. Alors, c'est ça, il n'y a pas de rapport sexuel entre l'autre et puis ce que j'ai dit et ce que tu entends. Ça ne fait pas un. Nous sommes divisés par le langage. On a toujours rêvé à toutes les époques un langage universel qui pourrait lever les malentendus. Mais la langue, elle est faite de figures de rhétorique, de métonymie, de métaphores, de glissements de sens, de lapsus, de vix, de mots d'esprit, de la nation, de dérapage, de bégaiement, etc. Quand un analysant est en train de parler, de dire, il fait des lapsus, des équivoques, etc. Ça sort, la langue sort toute seule. Mais quand on écrit un poème, il y a une intentionnalité. C'est pas une association libre. Peut-être oui dans l'écriture parce qu'on se laisse aller par les mots, mais il y a quand même une différence. Il y a une intentionnalité là. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, oui, il y a une intentionnalité. Bon, évidemment, on ne peut pas rapprocher un savoir-faire. Alors, attendez. On ne peut pas rapprocher un savoir-faire même du poète, c'est-à-dire un savoir-être, mais aussi un savoir-faire avec la langue, avec le langage, un savoir-faire qui vient de sa lecture, de son art. Et puis, un surgissement politique qui fait trop d'impatience. On ne peut pas comparer, évidemment, un art politique à ce qui se passe dans une cure au mieux. Ceci étant, Lacan souhaite le rapprocher dans cette fameuse exclamation « je ne suis pas poète assez ». Et c'est assez amusant parce que, bon, c'est assez tardif, cette exclamation, ça peut être de la provocation de sa part, mais en tout cas, c'est lui, il se vise lui-même en disant « je ne suis pas poète assez ». Et il vise aussi son public en analysant, en leur disant vous n'êtes pas poète assez, c'est-à-dire que vous tournez en rond vous-même avec vos patients dans la parentèle, dans papa, maman, il est ici, le monde là. Il y avait quelque chose là d'extrêmement, comment vous dire, extraordinaire chez Lacan, parce que c'est une remise en question de sa pratique, ou même d'un échec, ou même d'une impossibilité, parfois. C'est-à-dire ce tournage en rond, parfois dans la cure, n'est-ce pas, où, bon, ça se répète sur
ces questions de la parentèle. Et s'exclame-t-il dans le même séminaire, c'est-à-dire là-dessus, que c'est de l'une des vies, c'est l'amour, il faudrait apparenter le patient à un poète, n'importe lequel, même un poète débile, car les poètes sont aussi des débiles, comme tout le monde. Hein. Donc, c'est très énigmatique tout ça, bien sûr, comme toujours. Et c'est là l'effet de sens. C'est là l'effet de sens que produit Lacan. C'est-à-dire, bon, on va interpréter sans cesse ce que Lacan a dit, on va se discuter, à telle école va dire, mais il a dit ça, il a dit ça. Là, on va mettre poète avec un P-O-A accent complet. Après, on va dire poète, P-O-U-A, poids, etc. Oui, c'est parce que c'est le rapport à l'objet, petit a, etc. Donc, vous voyez, cet effet de sens, tout à coup, Lacan ne faisait que cela, au fond. Hein, avec, lorsqu'on l'écoute, c'est complètement hallucinant. Enfin. C'est ces effets de sens qu'il lance à son auditoire pour que cet auditoire, qui est constitué d'analysants, c'est la seule chose qui l'intéressait, former des analystes, sorte de ce tournage en rond, de cette égo-psychologie, de ce rapport d'égo à égo entre patient et analysant, de cette question de la fin de la cure comme identification aux idéaux et sociétaux et de l'analyste lui-même d'ailleurs, et pour ouvrir à quoi. Ah ben là, c'est évidemment à discuter. Voilà, ouvrir à quoi. Bon. Si ce ne sont pas les idéaux d'une société. Je laisse la chose ouverte. Mais voilà l'effet de sens. Voilà l'effet de sens, c'est-à-dire de dérangement, de coup de pied dans la signification. Me semble-t-il. Juste avant de finir, pourriez-vous me donner un exemple où les différents rythmes composent un même chant? La même chant, C-H-A-N-T. C-H-A-N-T, chant. Alors, les différents, pardon, parce que là, je ne comprends pas. Où les différents rythmes composent un même chant, une même chanson. Une même chanson. Alors là, vous me posez une colle. Je sais que pour ma part, puisque je pratique la poésie et que j'ai publié maintenant une vingtaine de livres, le rythme compte énormément. C'est-à-dire que je compose, pourquoi pas d'ailleurs, oui, effectivement, ça forme un même chant. Pour moi, une section de poème, de poésie, compose un chant unique, et il se construit sur un rythme intérieur. Et je ne crois pas que la poésie puisse se passer du rythme. Elle est rythme. Par exemple, le passage au vers, que je pratique, est imposé par un rythme. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce rythme? Ça répond à quoi? Ça, vraiment, c'est de l'ordre de l'inconscient, que je pourrais vous le dire. Je ne crois pas avoir totalement répondu à votre question, mais... C'est le rythme qui fait la chanson. Ah oui, oui. C'est le rythme. D'ailleurs, vous savez, ils ne sont plus avec nous, et vous seriez très étonnés, parce que dans le monde intellectuel, on n'aime pas dire qu'on écoute Claude François, Dalida, Johnny Hallyday, etc. Eh bien, oui, dans le monde intellectuel, on préfère dire, d'ailleurs, on ne les écoute pas, tout simplement. Ou la chanson française. Eh bien, ces poètes écoutaient Dalida, Claude François, pas seulement Georges Brassens. Et voilà pourquoi, parce que la chanson, même si ce n'est pas de la poésie, c'est pas de l'art politique, la chanson se construit sur le rythme. Et peut se construire sur 3 mots.
C'est vrai. Alors on dit, ah ben oui, mais écoutez, Johnny Hallyday, là, il n'y a rien dans le texte, il y a 4 mots. Oui, d'accord, mais il les répète d'une certaine manière, avec ce rythme qui emporte, hein, les foules, qui, alors les foules, pas les foules d'ailleurs, qui emportent chacun d'entre nous, parce que cela touche, voilà, cela nous touche quelque chose là, d'une mémoire, hein, de la langue, de son rythme initial, pour y revenir, peut-être, et toucher en nous cette la langue, c'est-à-dire ce bercement de la maman, ces mots que l'on a échangés avec elle, ces petits, ces mots qui ne voulaient rien dire. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et voilà, on le répète. Et ça, c'est le rythme. Sinon, on a à le dire qu'une seule fois. Mais la chanson, si elle touche, vous voyez, c'est parce qu'elle est répétée dans son rythme, dans des rythmes. Et là, peut-être qu'on ressent une fois la langue en un seul mot. C'est-à-dire ce qui a lien avec ce qui est le plus profond en nous, le lien avec la mère, dans le rapport au langage. Merci Esther. Bon, merci Rosemary, on y est Non, je arrivé. suis enchantée avec cette conversation. Moi aussi, vraiment. J'espère que nous nous retrouverons, qui sait, au Mexique ou à Paris. À très D'accord. bientôt. Merci de votre attention, de vos questions, et merci à l'équipe technique qui a été si patiente. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.